Né le 22 décembre 1639 et mort au crépuscule du même siècle, Jean Racine est aux côtés de Pierre Corneille et de Molière, l'un des auteurs les plus marquants du siècle de Louis XIV. Dès son plus jeune âge, il est élevé par les religieuses des petites écoles de l'abbaye de Port-Royal des Champs, qui sont parmi les meilleures écoles du royaume. Jean Racine reçoit donc une instruction religieuse de grande qualité, c'est là qu'il est sensibilisé à la littérature et à la culture antique. Il faut savoir qu'il a été élevé par des jansénistes, et que les jansénistes considèrent que l'homme est pécheur, attiré par le mal, et qu'il ne pourra connaître la rédemption que dans une autre vie, et seulement s'il est élu de Dieu pour cela. Les bonnes actions à elles seules ne suffisent pas. Jean Racine restera donc très marqué par cette vision rigoriste et pessimiste de la foi. Il s'essaie d'abord à la poésie, pour ensuite se vouer au théâtre, et commence sa carrière de dramaturge à Paris, où il fait représenter ses deux premières pièces, La Thébaïde et Alexandre. Peu à peu, Jean Racine se brouille avec ses amis jansénistes, tandis que sa carrière dramaturgique se confirme, puisque dans la décennie qui suit, entre 1667 et 1677, il fait représenter 8 tragédies dans Andromaque, Britannicus, Bérénice, Bajazet, Mithridate, Iphigénie en Aulide et Phèdre. C'est ainsi qu'il se fait remarquer par le roi Louis XIV pour ses odes, qui sont des poèmes lyriques destinés à être accompagnés par de la musique, et reçoit la protection de ce dernier. Il faut savoir que le public de l'époque se divisait entre les adeptes de la rupture créée par Racine et les fidèles de la tragédie de Corneille. Les faveurs de la cour, en particulier ceux de Madame Montespan, qui était maîtresse du roi, font l'ascension sociale et économique de l'auteur. En effet, il se voit élu à l'Académie française en 1673 et anobli 2 ans plus tard. Malheureusement, en 1677, Jean Racine se retrouve être l'objet d'un complot contre sa pièce Phèdre et n'a d'autre choix que de renoncer au théâtre. Cette même année, il est nommé histographe par le roi et mène dès lors une vie bourgeoise marquée par un retour au jansénisme qui, rappelons-le, se caractérise par une piété austère. Dans la préface de Phèdre, Jean Racine nous dit « Voici encore une tragédie dont le sujet est pris d'Euripide ». En effet, ce dernier s'inspire d'auteurs anciens comme Euripide, Virgile, Tacite ou Suétone, afin de traiter librement, en sa propre tournure, des sujets mythologiques ou bibliques et des histoires antiques gréco-romaines, voire orientales. Dans la tragédie racinienne, la forme de la tragédie classique est respectée. On y trouve les 3 unités de temps, de lieu et d'action, les 5 actes ainsi que les vers en alexandrin. Sans oublier l'empreinte de l'auteur, dont le génie s'exprime par des situations de crise poussées à leur acmé dans un fatalisme et une intensité de sentiments extrêmes. Jean Racine rassemble donc entre rigueur de modèle et profondeur dans l'analyse psychologique. En revenant à la préface, Jean Racine précise que son héros tragique a toutes les qualités qu'Aristote demande dans le héros de la tragédie et qui sont propres à exciter la compassion et la terreur. En effet, Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. Ici, l'héroïsme de Corneille est donc rejeté pour faire place à une passion déchirante qui crée des personnages à la fois innocents et coupables, honorables et détestables, des humains en somme. Jean Racine ajoute « Elle est engagée par sa destinée et par la colère des dieux dans une passion illégitime dont elle a horreur toute la première. Elle fait tous ses efforts pour la surmonter. Elle aime mieux se laisser mourir que de la déclarer à personne. Et lorsqu'elle est forcée de la découvrir, elle en parle avec une confusion qui fait bien voir que son crime est plutôt une punition des dieux qu'un mouvement de sa volonté. » Cela témoigne du style racinien qui met en avant le tragique de la condition humaine et jette sur les planches des héros tragiques tourmentés par un amour passionnel et destructif, ne pouvant échapper à leur destin funeste imposé par les forces divines. À l'origine, le nom mythe vient du grec mythos, qui s'oppose au logos, qui est un discours réfléchi et raisonné. Le mythe explique donc à sa manière ce que les hommes et la science ne peuvent expliquer logiquement. C'est un récit imaginaire qui met en scène les grands problèmes de la condition humaine. Il permet d'avoir une fonction d'apprentissage en montrant ce qu'il faut faire ou pas. On dit alors que le mythe a une portée universelle car son symbolisme le situe hors d'un espace-temps précis. Bachelard nous dit « Tout mythe est un drame humain condensé et il peut servir de symbole pour une situation dramatique actuelle. » Ce qui est vrai puisque le mythe se renouvelle selon les époques et les points de vue afin de servir et de répondre à la problématique d'un contexte historique précis.
À Trézène en Grèce, à une époque fort lointaine, Phèdre, seconde épouse du roi Thésée, est tombée amoureuse de son beau-fils Hippolyte par la malédiction de la déesse Aphrodite. Cette passion lui semble si monstrueuse qu'elle se résout à mourir plutôt que d'avouer son amour. Mais ne pouvant toutefois supporter le chagrin de sa nourrice Œnone, qui la voit dépérir de jour en jour, elle finit par lui confier l'origine du mal qui la consume. Bientôt circule la rumeur de la mort de Thésée, qui fut absent depuis de longs mois. Sa succession au trône ouvre alors une crise politique et Phèdre consulte Hippolyte. Mais, troublée par la présence du jeune homme, elle finit par lui avouer qu'elle l'aime. Hippolyte s'enfuit, horrifié. Or, Thésée serait vivant, apprend-on aussitôt après. Phèdre mesure alors l'horreur de sa situation. Et si Hippolyte venait à parler? Œnone lui suggère de prendre les devants et d'accuser Hippolyte de tentative de viol. Phèdre s'indigne, puis accablé, laisse Œnone agir à sa guise. Celle-ci le dénonce à Thésée dès son retour, ce qui en fut le désespoir et la fureur de ce dernier. Pour preuve de son innocence, Hippolyte lui révèle qu'il aime Aricie. Thésée ne le croit pas. Honteuse et repentante, Phèdre accourt pour lui révéler la vérité, mais elle apprend par la bouche d'Œnone qu'Hippolyte aime Aricie. Jalouse, elle décide de ne rien dire. C'est d'ailleurs l'image que nous peint l'artiste Pierre-Narcisse Guérin sur cette toile. À droite sont assis sur le même siège le mari et la femme, Thésée et Phèdre. Thésée de profil, le poing serré, contemple son fils Hippolyte avec fureur, tandis que Phèdre, de face, regarde vers le spectateur et le prend à témoin. À ses côtés se tient Œnone, sa nourrice. À gauche, Hippolyte debout, les yeux baissés, le bras gauche étendu, récuse les accusations. Malgré l'intervention d'Aricie, Thésée demande à Neptune de punir son fils. Le suicide d'Œnone, désespéré de se voir condamné par Phèdre, le trouble. Mais trop tard, un dragon surgit de la mer sur ordre de Neptune et tue Hippolyte. Phèdre confesse son crime à Thésée et, hanté par le regret, s'empoisonne. Ainsi, Jean Racine met en lumière des héros nobles, poussés par les dieux à une passion destructrice. Pour mettre fin à cette passion, souvent l'amour, le héros tragique cherche à détruire l'objet de sa passion et il se détruit par la même occasion. Le dénouement est donc obligatoirement funeste et finit dans le sang. Pour les intéressés et pour plus d'informations, voici les références auxquelles j'ai eu recours. Histoire pour tous, Espace français, Mythologica, Odyssum, L'Internaute, Pop Culture Go français et World History. J'espère que cette présentation a pu étancher votre curiosité et je vous remercie de votre visionnage.